Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien et en vrai j'ai plutôt bien aimé l'épisode 3 de la saison 2 de Loki. J'ai passé un bon moment. C'était pas non plus incroyable, j'avais pas des frissons énormes etc. Mais j'ai quand même fait un bilan, un constat. C'est que Marvel va gâcher Kang. Marvel va gâcher Kang et certains, j'en vois certains déjà qui vont me dire... Oui, mais le vrai Kang arrivera dans The Kang Dynasty. Moi, je vais peut-être même pas parler du côté variant de Kang. Je m'en fous des Victor Timely, des celui qui demeure, même d'un Kang surpuissant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui me pose problème. C'est pas les variants. C'est pas le fait qu'il y en ait des infinités et qu'ils soient tous un peu plus ou moins nuls. C'est uniquement que le concept de Kang ne va pas. Kang, dans les comics, ce n'est pas une menace multiverselle. C'est une menace, en grande majorité, temporelle. Et on va en parler beaucoup plus en détail plus tard, mais on va revenir également sur plein d'autres points, notamment le fait que, je dis pas qu'on nous prend pour des idiots, mais presque dans la série, c'est-à-dire qu'on va jouer sur des points très compliqués introduits, des points assez difficiles à cerner pour un esprit humain, et puis derrière on va te mettre plein d'incohérences, vas-y assimile ça, ou plein de facilités scénaristiques qui pour le coup sont vraiment des incohérences. Le scénariste en fait a fait son histoire sans prendre en compte de qu'est-ce qui était logique ou pas, en fait. Donc, on va en parler évidemment, mais on va parler également de plein d'autres choses, les points positifs de l'épisode, les points négatifs de l'épisode, et on en tirera un bilan final, qu'est-ce que l'épisode apporte, et est-ce qu'il est bien. Pour donner un avis général, pour commencer, moi je l'ai plutôt bien aimé cet épisode-là, je le mettrais en deuxième position, je trouve que le 1 était net et sans bavure, ça a fait un perfect, c'était un épisode riche, émouvant, avec des choses qui se passaient beaucoup plus intrigantes que dans l'épisode 2, par exemple, l'épisode 2 qui est un énorme flop, pour moi il me sert absolument à rien. Si t'enlèves le final de l'épisode 2, ça ne change rien. En fait, si t'enlèves tout l'épisode 2, ça ne change absolument rien du tout. Dans le sens où les branches détruites par Dox, elles vont repousser. Sylvie, on est allé chercher, mais elle est retournée à son endroit. Donc en fait, toutes les conséquences de l'épisode 2 sont invisibles et sont très dérisoires. Donc voilà, c'est ce qui va venir me poser problème avec l'épisode 2. Pour moi, c'est vraiment un mauvais épisode. Enfin... Quoique je l'ai noté 4 étoiles parce que c'est Loki et que le côté artistique, le côté des décors est juste incroyable, évidemment, mais c'est ce côté histoire qui va venir me poser problème à certains moments. Évidemment, on va en revenir plus en détail, vous voyez le résumé. En gros, Miss Minute et Renslayer, qu'on découvre dans la saison 2 enfin, qui donc vont chercher à retrouver, ou en tout cas à provoquer la naissance d'un celui qui demeure en modifiant Victor Timely, en lui donnant le manuel de la TVA. Ça a posé énormément de problèmes, on en parle, c'est assez illogique en fait. Ensuite, Loki et Mobius arrivent pour retrouver Ravonna, pour retrouver Miss Minute, pour qu'elle puisse régler le problème du Time Loom, parce que sinon le TVA risque d'être détruit. Voilà, et puis sinon, ils découvrent un variant de Kang, Victor Timely, et donc du coup, vu qu'il y a son aura temporelle, voilà ce qui est assez abstrait d'ailleurs, pour régler le problème, ils vont chercher à le convaincre de venir avec eux, et au final, Miss Minute et donc Renslayer se retrouvent coincés à la fin des temps, là où se terminait par exemple la saison 1 de Loki. Donc on va parler d'abord des tops, des personnages qui sont vraiment intéressants. Je pense à Miss Minute. Miss Minute, évidemment, qui est le personnage pour moi le plus intéressant. Sans Miss Minute, c'est quand même bien moins intéressant cet épisode, je trouve, avec ce côté intelligence artificielle, devenue indépendante, qui a envie finalement d'être un humain comme les autres et de pouvoir aimer comme un humain. Je trouve que c'est un sujet très actuel dans notre société avec le développement de l'intelligence artificielle, donc je trouve que c'est à point nommé, que je trouve que voilà, ça va parfaitement avec le contexte actuel. Je trouve que le personnage prend bien plus d'importance, et je vous l'avais dit, j'adore les personnages un peu osef dans une série, et puis où la saison 1 d'après, ça devient un des personnages principaux. Ensuite, Victor Timely. Parce que je trouve que Jonathan Majors, alors je sais pas quel sera son avenir dans le MCU, parce qu'avec les problèmes judiciaires qu'il a eu, ça va être un poil compliqué, mais je trouve que c'est un acteur qui arrive très bien à séparer ses rôles. Là, il arrive très bien à faire le loser, le gars pas sûr de lui, qui bégaye, etc. Il avait réussi à faire un méchant assez badass dans Quantumania, même s'il se fait buter par des fourmis. Et
il avait réussi à faire un Kang assez intelligent, assez fourbe dans la saison 1 avec celui qui demeure. Donc je trouve que franchement c'est un acteur qui a vraiment réussi à se réinventer, ou en tout cas à adapter son jeu à Kang. Et puis pour Mobius, bah, c'est parce que c'est Mobius, voilà. À part les deux premiers personnages que j'ai cités, je trouve que les autres personnages sont un peu... voilà, pas fous dans cet épisode, donc on va pas trop en parler. En revanche, les flops, ils sont énormes. Ravonna, elle est flopesque dans cet épisode. Elle ne sert à rien, et je vous l'ai mis, c'est un doublon de Miss Minute. Elle a exactement les mêmes ambitions que Miss Minute, c'est-à-dire que celui qui demeure revienne, que y a une relation entre les deux, enfin bref, ça a l'air de se développer, mais c'est exactement Miss Minute et c'est encore moins intéressant. Elle ne sert vraiment pas à grand chose, beaucoup moins intéressante que dans la saison 1, parce que là, bon, elle sert à quoi en fait? Sans elle, dans l'épisode, va très bien aussi. Sylvie c'est pareil, vraiment, j'étais d'accord, je sais plus qui disait ça, mais effectivement, Sylvie, on a l'impression qu'ils savaient pas trop quoi faire d'elle dans la série. Elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, elle était déjà flop parce que ça se sent qu'ils savaient pas quoi faire en fait avec son intrigue, et qu'ils l'ont mise un peu là où ils pouvaient. Parce que vraiment, son développement est pas du tout intéressant. Elle ne sert pas à grand chose. Alors oui, elle a pas tué Timely parce qu'il dit qu'il peut changer. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant avec ce personnage. Il peut changer son destin, ne pas devenir comme ses variants, ne pas être maléfique comme eux, etc. C'est ce qui peut-être rend son personnage un peu intéressant dans l'épisode, mais sinon, globalement, c'est un énorme flop. Et puis Loki, bah, absent, voilà. En plus du fait que c'est Loki, il impose la terreur d'habitude. Quand il est face à ses ennemis, ce qu'on arrive plutôt bien à faire avec l'épisode 2, avec Brad, voilà, où il arrivait à être assez quand même, pas flippant, hein, mais effrayant, un peu effrayant au moins. Eh bien, je trouve, hein, personnellement, que dans cet épisode, on dirait juste un magicien un peu nul. Par exemple, quoi, il fait pas peur aux gens qui, d'habitude, Loki, il a une aura, c'est-à-dire qu'il en impose, il fait fuir les gens qui l'aiment pas, quoi. Là, non. Là, ok, il utilise des tours de magie, mais honnêtement, bon, c'est un flop de l'épisode, hein, je vais pas mentir, même si c'est toujours un bon personnage, évidemment, que on l'aime, même dans cet épisode en tout cas. Bon, voilà. On passe au point positif. Le point positif, beau décor et VFX sympa. Je trouve que les décors sont évidemment très bien faits. Les VFX, j'ai rien à redire dessus, honnêtement. Enfin, en tout cas, globalement, je trouve ça très quali. Surtout à la fin des temps, je trouve ça vraiment bien fait. Donc voilà, moi j'aime bien aussi tout ce qui est costume, avec les costumes des années 1800, et j'aime beaucoup. Donc je vais pas y revenir parce que j'en ai parlé dans l'épisode 1, dans le digest de l'épisode 1 et 2, donc je vais pas trop en parler maintenant, mais voilà, faut savoir que cette série, c'est là où elle fait mouche, hein, c'est comme je l'ai dit 20 000 fois, la direction artistique, la création visuelle, le monde entre guillemets développé dans cette série, que je trouve très intéressant à suivre. Le libre arbitre évoqué, j'en parlais juste à l'instant, cette scène où Sylvie décide de sauver Victor Timely parce que elle a confiance au fait qu'il ne devienne pas ce qu'il est censé devenir, c'est-à-dire un être malveillant à la fin des temps. Donc j'aime bien cette partie là, c'est un des points positifs de l'épisode quand même. Un autre Kang, point positif, pourquoi? Parce que je pense que, enfin moi je disais depuis le début que en vrai ce qui pourrait faire de Kang un meilleur personnage que Thanos, c'est que Thanos il est arrivé dans un film, il a direct tout défoncé, et Kang, je lui voyais une espèce d'ascension pour le personnage. Sauf qu'en fait, on nous montre jamais vraiment Kang, on nous montre que de ses variants. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un autre variant de Kang, d'établir un peu ça, et de faire un peu grandir l'univers, et parce que dans les deux premiers épisodes, on dit oui c'est une menace, et au final on le voit pas. Mais d'ailleurs c'est bizarre, puisque ce n'est pas une menace en fait. Celui qui demeure, est-ce que c'était vraiment une menace? Ils l'ont tué quand même assez facilement. C'était quelqu'un qu'on pouvait tuer facilement. Victor Timely, on pouvait le tuer facilement. Kang de Quantumania, on peut quand même relativement le tuer facilement. En fait, la menace, assez incroyable comme on ne la tease, elle est pas folle. Ce Kang, Victor Timely, n'a aucun sens. Écoutez-moi bien, ce Kang n'a aucun sens. L'existence même de ce personnage n'a pas de sens. C'est ce que je disais, j'en parlais avec Jordan Universe sur Discord, qui me disait que j'en faisais trop et que en fait je me posais beaucoup trop de questions puisque c'est un univers fictif. N'empêche que je suis d'accord avec lui sur cette partie-là, que faut pas non plus aller chercher trop loin, mais faut quand même une cohérence. Un variant, c'est tout simplement
quand quelqu'un fait un choix, ça c'est ma définition, mais c'est un peu ce qu'il disait, fait un choix différent de ce qu'aurait pu faire un autre lui-même, du coup ça crée une branche alternative de cet univers-là. Or, le fait que ce soit un variant ici de Kang qui se trouve au 19e siècle n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'un variant, c'est pas un gars qui naît aléatoirement dans une autre époque. C'est impossible. Pour avoir le même physique, ça c'est scientifique, hein, il faut que ses parents, les deux gamètes soient exactement les mêmes à chaque fois, pour reproduire exactement la même personne. Il faut que les parents qui eux-mêmes ont reçu soient nés en fait par leurs parents eux-mêmes, et du coup en fait c'est toute la généalogie, tous les ancêtres en fait qui font que on a ce physique-là et qu'on s'appelle telle personne, etc. Tu peux pas naître 15 siècles avant ce qui était, parce que Celui qui demeure nous a bien dit dans la saison 1, épisode machin, qu'il y avait un Kang et que les Kang se sont battus au 31e siècle, que c'est un Kang qui a découvert au 31e siècle. Ça veut dire qu'ils sont du 31e siècle. Et dans les comics, ils sont du 31e siècle. Impossible mais je veux bien que n'importe quelle probabilité multiverselle rentre en jeu, mais n'importe quelle probabilité multiverselle ne fera pas naître un Kang au 19e siècle, hein, c'est impossible. Ça veut dire qu'il faudrait que toutes les générations soient décalées de plusieurs siècles, surtout qu'il n'y a pas que ça, il n'y a vraiment pas que ça qui a pas de sens. C'est que la timeline où va donc Miss Minute et Ravonna au début de l'épisode, c'est la timeline sacrée, l'éternel flux temporel. Or, on est d'accord là-dessus, que il protège l'éternel flux temporel, celui qui demeure, parce qu'ils veulent pas que des variants de lui-même rentrent en jeu, que des variants de lui-même deviennent ce qu'ils sont. D'après l'éternel flux temporel qui était protégé, aucun Kang ne pouvait naître. En revanche, sur l'éternel flux temporel, qui existe au 19e siècle, Victor Timely. Victor Timely est un Kang qui existait sur l'éternel flux temporel. Mais alors, quel était l'intérêt de l'éternel flux temporel si ce n'était restreindre l'arrivée des Kang? Dans l'éternel flux temporel, il y avait au 19e siècle un gars qui s'appelait bien Victor Timely, et pas celui qui demeure, Nathaniel Richards. Ça n'a aucun sens. Bah, de toute façon, le seul Kang qui va naître dessus, c'est celui qui demeure, puisqu'il protège ce flux. Ça veut dire qu'il est né dessus, sinon il aurait disparu quand tout a été élagué, etc. Ou en tout cas, je ne sais pas, mais cette timeline sacrée, c'est là où il va naître. Et en tout cas, il y a bien un univers où il va naître. Pourquoi aller dans un autre univers et essayer de provoquer la naissance d'un celui qui demeure qui ne l'est pas, en fait? C'est la question que je me pose, en fait. Et c'est pour ça que ce Kang-là n'a pas de sens, n'a aucun sens, il n'a rien à faire là, en plus du fait que il est pas du tout badass, ce Kang. Alors peut-être qu'il peut avoir une ascension comme dans Cross the Spider-Verse avec la tâche et devenir un ennemi hyper dangereux, mais j'y crois tellement peu, et je pense que ça va être le seul variant de Kang de cette saison, et ça va me mettre hors de moi, puisque c'est horrible. C'est horrible qu'on nous donne pas un Kang au moins effrayant, au moins qui fait peur, qui inspire la terreur, ou au moins qu'on nous tease la menace, ce qui n'est jamais le cas. Ce qui n'est jamais le cas, je suis d'accord avec Mobius. C'est lui qui va causer une guerre temporelle? Non. Enfin, franchement, Victor Timely, pas du tout. Les Kang, c'est nul dans le MCU. On vient au sujet principal, pour moi, de la vidéo. Pourquoi les Kang, ça ne peut pas fonctionner? Pour moi, le film Avengers aurait été une masterclass dingue, parce que The Kang Dynasty, pour moi, parce que les comics, c'est comme ça. Écoutez, les comics, Kang, ce n'est pas multiversel. C'est-à-dire qu'il ne naît pas au 19e siècle et devient machin variant. Non, il n'y a qu'un Kang à exister, sauf qu'en fait, au fur et à mesure de ses voyages temporels, il a créé des Kang variants, en fait. Parce que quand tu pars dans un flux temporel, tu peux rentrer en contact avec toi du futur, et du coup, ce toi-même du futur va peut-être lui-même faire des voyages temporels qui va faire que, dans le même flux temporel, il va coexister des centaines, des milliers de Kang, qui seront en fait le même Kang, mais à des temporalités différentes, avec des choix différents en termes de voyage temporel une nouvelle fois. Et Endgame avait parfaitement introduit ce sujet-là. La série Loki a détruit ça. Parce qu'en fait, Kang n'est pas une menace temporelle, il n'y a pas de voyage dans le temps là-dedans, c'est uniquement un gars qui va naître sur différentes timelines et va venir attaquer... c'est nul. Enfin, excusez-moi, je trouve ça éclaté au sol. Alors oui, il y a ce côté de... J'imagine que dans les comics, et puis j'en ai vu quelques-uns où il y avait des variants de Kang du multivers. Je suis bien d'accord. Mais pour moi, ce qui est important et bien dans Kang, dans les comics,
c'est que c'est un gars qui va voyager dans le temps, et en fait va tellement voyager dans le temps, va tellement se perdre dans le temps, qu'on va se retrouver avec des milliers de Kang perdus dans le temps, et quand tu vas en tuer un, il va y en avoir un autre qui va ressurgir de ses voyages dans le temps directement après. C'est ça qui fait l'intérêt du personnage. Et le MCU vient détruire ça. En plus que les Kang ne sont pas du tout effrayants, que ce soit dans la scène post-crédit d'Ant-Man 3, que ce soit dans Loki ou même dans Quantumania, excusez-moi, mais ces Kang ne font pas peur. Et en plus, la menace multiverselle, ce n'est pas ce que je voulais pour les Kang, c'est ce que je voulais, c'était une menace temporelle, où le gars, dans toutes les époques, il est là, et en fait, ce que veut faire dans les comics Kang, c'est conquérir toutes les temporalités, et pas tout le multivers, ça n'a aucun sens. En tout cas, j'espère qu'ils feront un bon truc avec ce Kang, mais je suis énervé juste pour ça, hein. Évidemment que j'attendais bien plus pour le personnage de Kang, que j'estime énorme dans les comics, donc voilà. Et enfin, un enjeu plus que Osef. Un enjeu plus que Osef, quel est l'enjeu du truc ? La destruction du TVA. On nous dit oui, ça détruira toutes les vies sur machin. Très bien. Déjà, on nous a pas montré dans l'épisode précédent, quand il détruit les branches, on voit aucun acte de destruction des branches, donc en fait, pour nous, c'est que des lignes qui disparaissent sur un écran, ça n'a absolument aucun aspect émotionnel sur ce point-là. Là, on nous dit ça, mais il sort cette info de nulle part. Qui a décidé qu'une fois que le TVA mourrait, le multivers disparaîtrait ? Qui l'a décidé ? Personne. Pourquoi ce serait au TVA de créer le multivers ? Ça veut dire que le multivers n'existait pas avant ? Nouvelle incohérence. Excusez-moi, mais là on nous dit qu'en gros, c'est la TVA a presque créé le multivers, que c'est celui qui demeure qui a créé le multivers. Non, on dit bien dans la saison 1 que c'est un gars qui a vu qu'il y avait plusieurs couches d'univers, et qui du coup a décidé de s'y rendre. Quoique, je viens de me rendre compte que il est possible que en fait, tout ce que ça occupe dans la saison 1 de Loki, c'est juste un multivers, avec une timeline et toutes ces branches variantes. Oui, mais dites-le nous, personne ne nous l'a jamais dit qu'il y avait plusieurs timelines. Pour nous, il n'y a qu'une timeline, il y a une timeline sacrée avec des branches. Dites-nous, parce que sinon, absolument tout du MCU est incohérent, du côté du multivers, s'il n'y a pas plusieurs timelines. Donc à un moment, il faut nous le dire, il faut nous l'avouer, il faut dire quelque chose. C'est saoulant, vraiment, je vous jure, c'est saoulant. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je ne comprends pas. Par contre, c'est vrai que on peut admettre, par exemple, que du coup, s'il y a bien plusieurs timelines les unes sur les autres, qui sont du coup plusieurs multivers, mais ça, il faudrait nous l'expliquer au préalable, effectivement, Kang ne soit pas un gars du 31e siècle, et du coup, bien et bien, un gars du 19e. Ça, c'est possible. Et ça, c'est faisable. Mais il faut nous l'expliquer. Expliquez-le nous. Expliquez-le nous, qu'il y a plusieurs multivers, et donc que les Kang peuvent naître à différentes temporalités, parce que j'y vois venir, mais à 100 000%, que par exemple Ramatut, qui dans les comics c'est juste Kang qui va dans le passé et conquiert l'Égypte ancienne, sera adapté dans le MCU comme un gars qui est juste né dans l'Égypte ancienne et qui était dans une dynastie de pharaons. Ce qui est bien moins intéressant et bien moins impactant, on va pas se mentir. Voilà, ça c'était pour tous les problèmes liés à Kang. Je sais que je fais l'aigri, mais moi j'attends le MCU. Pour moi, il est sur une courbe décroissante, et bah ça va pas aider. Bon, on peut parler des théories parce qu'il y en a à faire, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'il y a quand même quelques théories à faire. Là, on se retrouve au final à la fin des temps, avec celui qui demeure qui est en train de décomposition. Bon, on va pas revenir sur le fait que vu que c'est hors du temps, normalement, il devrait pas y avoir d'évolution de son corps, puisque le temps est figé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a vécu des milliers ou des centaines de milliers d'années, en tout cas on ne sait pas. Mais du coup, donc il y a Miss Minute, Ravonna, qui sont là toutes les deux, et Miss Minute dit « Je vais t'avouer un secret sur ce que il t'a fait, lui, celui qui demeure, t'a fait à toi. » Bon, il y a plusieurs possibilités, on les évoque toutes tout de suite en fait. La première, ça c'est, j'avais pas du tout l'idée, mais c'était sur le live de 100% Marvel, donc c'est Landry qui avait cette idée-là, qui est quand même tirée par les cheveux, mais pourquoi pas. Et donc, dans ce cas-là, elle serait un Kang dont celui qui demeure est tombé amoureux, et pour ne pas la tuer, puisqu'il veut tuer tous ses autres variants, il lui a effacé la mémoire et l'a mise dans la TVA. Pourquoi pas, encore une fois, ça ce serait intéressant, mais j'ai du mal à y croire. Miss Minute #2, ça c'est l'idée de Mathéo Sapin, que je trouve pas mal, mais lui-même n'y croyait pas trop.
J'y crois pas trop non plus. Ce serait l'évolution de Miss Minute, c'est-à-dire que elle, ce serait une intelligence artificielle 2.0, c'est-à-dire qu'il voulait une assistante beaucoup plus perfectionnée que Miss Minute, du coup il a créé Rabona. Et enfin, ça c'est un peu ma théorie, mais je pense que bon, c'est la théorie de tout le monde, elle est exploitée, c'est-à-dire que c'est l'ancienne amante de celui qui demeure, et donc il a fini par lui effacer la mémoire, ce qui serait vraiment une révélation nulle, hein. Je préfère bien supérieurement les deux autres que celle-là, parce que celle-là je serais déçu, honnêtement je serais déçu, parce qu'on est déjà quand même à la moitié de la série. Deuxième théorie, l'engin que Tantamil dit que c'est sa plus grande création serait le prototype de la machine à voyager dans le multivers qu'a Kang dans Quantumania. Voilà, bon, on peut passer sur ce point-là qui forcément n'est pas forcément hyper intéressant, mais il a dit que c'était la clé pour manipuler le temps, donc pourquoi pas. En théorie, il y a également quand il voit le manuel de la TVA Ouroboros, il a dit « Ce livre, j'aime voir une correspondance entre moi-même et son auteur visionnaire Ouroboros. » Est-ce que Ouroboros ne serait pas Kang? Ou un variant de Kang? Ou en tout cas, c'est lui le Kang originel? J'en sais rien, mais vu que Jonathan Majors a des problèmes, pourquoi pas en fait dire que c'est lui, c'est Ouroboros le vrai Kang? Ça, ce serait une révélation, mais alors de fou, malade, mais je pense que ça n'arrivera pas malheureusement. Et puis pour le petit historique que je voulais relever, voilà, juste 2 secondes, c'est la référence à Balder, qui est l'autre frère de Thor dans les comics, donc le frère de Loki également, enfin demi-frère, et qui donc est dans les comics présents, mais aussi dans la mythologie, hein, évidemment, et donc qui devait être joué par Daniel Craig dans Doctor Strange, le Multiverse of Madness, mais pour raison d'emploi du temps, il n'a pas pu, donc c'était assez intéressant de voir ça. Et puis pour l'épisode, je vais le noter 4 étoiles, parce que pour un épisode Marvel, pour rapport à si on nivelle avec She-Hulk, Miss Marvel et tout, c'est quand même bien plus impactant, donc je mets quand même 4 étoiles, mais il y a quand même tous ces problèmes que je vous ai parlé qui concernent la série dans sa globalité. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, parce qu'évidemment je n'ai pas raison sur tous les points, et je pense qu'il y a plein de points sur lesquels j'ai totalement faux, donc j'aimerais bien que vous me donniez votre avis là-dessus également. Et puis bah n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.